Voilà. Euh, je vais commencer du coup à pouvoir enregistrer. Voilà. Donc, ce petit webinaire là pour présenter le bilan neuropsychomoteur, je vais commencer moi par une présentation. J'espère qu'elle ne va pas dépasser une demi-heure pour pouvoir ensuite laisser du temps à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir justement poser des questions au fur et à mesure, auxquelles moi j'essaierai de répondre entre 18h30 et 19h. Alors, du coup, voilà un peu le plan de la présentation de ce soir. Au départ, on va parler de ce que j'ai appelé l'ADN des outils standardisés dans l'évaluation de la motricité. L'idée, c'est de comment sont conçus nos tests et à quoi ils servent. Et on va parler des aspects quantitatifs ou qualitatifs des tests, les tests qui vont avoir plutôt des observations transversales ou longitudinales, et les deux types de tests qui existent principalement pour toute l'exploration de la motricité. Voilà. Après, je vous présenterai un petit peu plus en détail l'évaluation de la neuropsychomotricité à partir des échelles DF-MOT et la batterie NP-MOT. Et puis ensuite, je vais vous présenter aussi un cas clinique. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant je présente un cas clinique pour que ça parle aussi un peu de manière concrète. Voilà. Donc, du coup, le premier critère qu'on peut voir dans un test, c'est l'aspect quantitatif. En règle générale, c'est quelque chose que tout le monde connaît quand on utilise des outils standardisés. En gros, c'est est-ce que l'épreuve, elle se réfère à une norme en fonction d'un âge donné. Donc, quand on a un outil standardisé et normé, en général, oui. Et l'aspect quantitatif dans un test, le but, c'est de pouvoir se rendre compte si l'enfant, par rapport à la population normative qui a été de ce test, est-ce qu'il est au même niveau, entre guillemets, que les autres. Et là, je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau de la maturation de la dominance cérébrale, à quel âge on va sortir de la norme si on a une latéralité fonctionnelle, par exemple, du membre supérieur qui est mal affirmée ou indéterminée. Et puis, c'est aussi vérifier que par rapport à son âge, est-ce que cette maturation cérébrale, elle est adaptée à l'âge de l'enfant. Et l'aspect qualitatif, lui, c'est lorsque l'épreuve est chutée, donc on va avoir du coup une note qui va nous permettre quantitativement de se rendre compte que l'enfant ne réussit pas quelque chose par rapport à sa norme, mais le but, c'est de savoir pourquoi. Ça, c'est l'aspect qualitatif d'un test. Et donc, un test doit apporter des informations sur cette maturation ou la déficience aussi en jeu dans la fonction qui est observée. Et le but, c'est de pouvoir comprendre justement les fonctions, les mécanismes en jeu dans la note de dégradation. Voilà. Et tous les tests n'apportent pas cette qualité-là au niveau qualitatif. Et du coup, on va chercher à isoler par rapport à l'épreuve la fonction cérébrale et pas avoir des épreuves où on a beaucoup de fonctions cérébrales en même temps. Sinon, l'épreuve, elle peut être quantitative, mais pas qualitative, parce qu'elle ne va pas nous permettre de comprendre les raisons éventuellement d'un échec ou d'une note de dégradation. Donc, le but, c'est pouvoir discriminer les fonctions qui sont éventuellement en difficulté chez l'enfant. Voilà. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, les épreuves, comme certaines épreuves d'équilibre sur un pied, sur une planche ou deux planches, on va avoir l'ensemble du système nerveux, par exemple, qui va être sollicité, que ce soit de la commande motrice, que ce soit des fonctions cérébrales, l'appareil vestibulaire. On peut avoir de la mémoire s'il y a beaucoup de consignes. Donc, ça demande aussi de l'attention à l'enfant. Si on est un petit peu en hauteur sur une planche, par exemple, peut aussi certains enfants avoir de l'émotion. On peut avoir aussi, si jamais on est dans une habileté motrice un peu complexe, on peut avoir un aspect praxique, c'est-à-dire dans l'apprentissage. Et tout ça fait que, du coup, quand l'épreuve, au niveau quantitatif, elle est chutée, ça ne permet pas forcément de savoir pourquoi elle est chutée. Voilà. Là, de temps en temps, je vais vous parler un petit peu de la synthèse du collectif d'experts de l'INSERM. Donc, j'ai mis les noms à côté droit. En gros, c'est un groupe d'experts, pour ceux qui ne connaissent pas, cette synthèse de l'INSERM sur le TDC qui a eu lieu il y a juste 3 ans maintenant. Il y a eu un groupe d'experts qui a été sollicité par la nationale de la solidarité et de l'autonomie pour pouvoir se pencher sur toute la littérature scientifique autour du TDC. Et puis, ils ont fait du coup des recommandations. Et
Et dans cette synthèse, il recommande de compléter l'évaluation de la performance par des mesures qui prennent en compte justement des aspects développementaux grâce à des critères qualitatifs et quantitatifs. Et les tests qui présentent ces mesures-là, qualitatives et quantitatives, ils disent qu'ils se permettent de mieux analyser la cause des déficits moteurs et par ailleurs aussi de dépister des signes neurologiques doux notamment. Donc ça, c'était par rapport au TDC, pour faire la distinction entre les deux. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'observation transversale et longitudinale. Il y a des tests qui vont avoir plutôt une observation transversale où à un âge donné, on va observer si le sujet sait faire ce qu'on attend à cet âge-là. C'est ce qu'on appelle plutôt du dating, c'est-à-dire une datation par rapport à un âge. Et on a d'autres tests qui, eux, vont avoir des observations plutôt longitudinales. En gros, on va observer par fonction et on va observer depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ces tests-là, du coup, ils vont avoir une valeur un peu plus développementale, parce que justement, à cause de cette observation qui est longitudinale. Et pour rendre compte justement d'un niveau fonctionnel de développement, il n'est pas possible de prendre en compte quelques épreuves d'une tranche d'âge. Il faut pouvoir justement, depuis la naissance, voir justement les étapes qui ont pu être mises, les transitions qui ont pu être mises en place par l'enfant. Et dans les observations transversales, finalement, il peut y avoir un risque de compenser des échecs à une tranche d'âge en observant les tranches d'âge supérieures. L'exemple classique, c'est un exemple que je donne souvent, c'est un enfant qui, vers 8-9 mois, par exemple, s'assoit, il tient assis. Si on a une observation transversale, on va coter qu'il sait tenir assis. Par contre, on aura peut-être loupé des étapes antérieures où l'enfant ne se sera pas retourné. Parce que ce n'est pas ce qu'on observe à cette tranche d'âge. Et ça, c'est classique, par exemple, un enfant qui a une certaine hypertonie au niveau du tronc, sur les extenseurs, il va tenir assis. Très bien, sauf qu'après, il ne peut plus faire grand-chose, parce que justement, il y a des étapes d'avant qu'on risque d'avoir loupées parce qu'on n'a pas observé toutes ces étapes transitoires. Et donc, pour observer des processus neurodéveloppementaux, il y a Verdouré et puis Wilson aussi qui disent qu'il faut qu'il y ait des épreuves identiques qui sont développementales et normées. En gros, pour qu'une épreuve puisse être développementale, considérée comme développementale, peu importe l'âge, l'épreuve doit être identique. Et elle doit être du coup sensible au développement cérébral. C'est-à-dire que si j'ai mes épreuves qui changent en fonction de l'âge, ça veut dire que mes épreuves, elles sont valables pour un temps donné. Mais elles n'ont pas justement cet aspect développemental. Je ne peux pas observer la maturation du cerveau parce que ce n'est pas les mêmes épreuves finalement. Et pour observer cette maturation cérébrale, il faut justement que l'épreuve qui a été sélectionnée, elle montre qu'à un certain âge, cette épreuve est réalisée d'une certaine manière en fonction justement de cette maturation cérébrale, et puis qu'en avançant dans l'âge, il y a un progrès dans l'épreuve, parce que justement la maturation cérébrale, elle avance. Et puis à un moment donné, à un âge donné, toute la population va normalement réussir d'une certaine manière à l'épreuve parce qu'elle est arrivée à maturation. Et dans les échelles de performance, en règle générale, les épreuves ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple, on peut avoir des épreuves comme des épreuves, je pense au Charles-Patwell, qui sont limitées de 4 à 6 ans, ou dans le MABC2, on a des épreuves qui vont changer aussi en fonction des âges. L'INSERM, d'ailleurs, a classé 2 types de tests. Des tests, on les appelle les épreuves d'exploration de la performance motrice, et les tests qui évaluent principalement le développement neuromoteur qui est sous-jacent à la fonction motrice en jeu. Alors en France, ceux qui sont les plus utilisés, c'est le MLBC2 et la batterie P-mode, avec une utilisation plus courante du MLBC2 dans la clinique. Et il y a une chose importante d'ailleurs qu'a dit l'INSERM à ce moment-là au niveau de cette synthèse, c'est qu'actuellement, il n'y a pas ce qu'on appelle un gold standard. Un gold standard, c'est un test de référence pour la motricité. Et du coup, ça remet un petit peu, ils ont remis un peu en question les hégémonies qu'il pouvait y avoir au niveau de l'utilisation des échelles de performance, ou que ce soit dans la clinique ou la recherche, on retrouvait le MABC2 qui était le test le plus utilisé. Alors que là, ils ont clairement dit justement qu'il n'y avait pas de gold standard à cause des critiques qu'il pouvait y avoir justement dans les échelles de performance qui n'étaient pas assez discriminantes pour pouvoir comprendre la difficulté sous-jacente à la maladresse motrice. Et selon ces experts, les tests neuromoteurs, eux, ils offrent une perspective développementale intéressante parce qu'ils sont plus proches de la maturation motrice.
Tout ce que j'ai mis entre guillemets, c'est tiré de la synthèse de l'INSERM. D'ailleurs, cette synthèse de l'INSERM, elle est consultable facilement sur Internet. En tapant dans votre moteur de recherche TDC INSERM, vous la trouvez, elle est téléchargeable. Voilà. Donc, en gros, voilà. Les tests neuromoteurs, donc, ils ont une perspective développementale plus intéressante. Ils présentent des mesures à la fois qualitatives et quantitatives qui permettent de mieux analyser la cause des déficits moteurs et de dépister les signes neurologiques doux, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà. Ils ont aussi mis quelques critiques sur la MABC2 par rapport justement à la littérature scientifique, où on a des résultats qui sont plutôt controversés par rapport, par exemple, au TDC, ce qui va corroborer, en fait, parce qu'il y a une faible sensibilité qui témoigne d'une difficulté à identifier correctement les enfants qui présentent un TDC. En gros, ça permet au niveau qualitatif de pouvoir voir quantitatif, pardon, excusez-moi, je me trompe, au niveau quantitatif, de pouvoir se rendre compte qu'il y a une maladresse, mais par contre, on ne comprend pas forcément l'origine de la maladresse. Et du coup, ce qu'il conseille, c'est de compléter cette démarche diagnostique avec d'autres tests qui vont mesurer la motricité. Donc, si on fait la différence, et si on utilise des échelles de performance motrice, ce qu'il demande, c'est de pouvoir les compléter avec des évaluations plutôt neuropsychomotrices et neuromotrices qui vont permettre justement d'isoler les fonctions qui sont éventuellement déficitaires chez l'enfant et de pouvoir avoir un diagnostic fonctionnel différentiel de meilleure qualité parce qu'on va pouvoir cibler la cause de la maladresse. D'ailleurs, suite à cette synthèse, je vous ai mis quelque chose qu'on peut retrouver, vous pouvez aussi retrouver facilement sur Internet. Ça a été fait à l'initiative de l'association Dyspraxie France 10, avec certains experts de ce collectif de l'INSERM. C'est une plaquette, en fait, pour pouvoir diffuser un peu les informations par rapport aux recommandations qu'il y a pu y avoir de l'INSERM. Et à droite, je vous ai surligné en rouge par rapport justement à l'évaluation. Alors, chez un enfant, en gros, c'est en dessous de 5 ans, ils préconisent d'utiliser justement l'échelle développementale des FMOT, qui est une échelle neuropsychomotrice. Et à partir de 5 ans, les recommandations, c'est soit d'utiliser un test neurodéveloppemental comme la batterie NP-MOD, ou alors, si on utilise MABC2, il faut inclure au 16e percentile pour que ce soit un petit peu plus discriminant et compléter avec le NP-MOD. En gros, c'est soit NP-MOD ou soit MABC2 plus NP-MOD. Voilà. Là, je vais vous présenter maintenant un petit peu les échelles justement des FMOD et de la batterie NP-MOD. Donc, l'échelle des FMOD, c'est une évaluation du développement fonctionnel moteur du jeune enfant qui va de la naissance jusqu'à 4 ans, qui permet aussi, notamment dans toute l'évaluation du tonus passif et actif, de pouvoir avoir une première observation même chez l'enfant prématuré aussi. Et c'est justement une observation du développement fonctionnel moteur de l'enfant sous 2 axes principaux, les items qui sont posturomoteurs et locomoteurs, et les items qui vont être autour de l'appréhension et coordination visuo-manuelle. Et dans cette échelle, on a justement une observation qui est longitudinale, car ce n'est pas la datation des étapes, donc les étapes transversales, hein, l'observation transversale qui est recherchée, mais la chronologie en fait qui va être importante. Et cette chronologie, elle va permettre de prendre en compte des aspects à la fois quantitatifs avec les étapes de transition et les aspects qualitatifs avec les niveaux de coordination. Et donc, on observe l'aspect statique et dynamique de la coordination motrice et on va explorer les capacités d'adaptation, ça c'est intéressant, et de régulation de cette fonction motrice. Elle présente donc des normes neurodéveloppementales en moyenne et avec des écarts types qui respectent la chronologie des acquisitions transitoires par rapport aux grandes étapes du développement de l'enfant et ça permet en fait de situer le niveau de coordination de l'enfant qui caractérise justement une bonne organisation de son tonus musculaire, une bonne organisation motrice corporelle d'un point de vue développemental. Et ça, c'est la base des processus structuraux neuronaux qu'on observe en même temps. Donc, en gros, on a la même logique que le développement neuronal du cerveau au cours de l'ontogénèse. C'est ce qu'on va chercher à observer. Et on va observer la maturation de ces fonctions cérébrales au regard de l'âge. Donc, au niveau de ce développement, on va observer donc, des changements qualitatifs et quantitatifs, les processus de maturation, tout ce qui est intégration sensorielle et moteur dans un environnement dans lequel est l'enfant, et la maturation des voies corticales et sous-corticales en lien avec cette évolution du tonus. Donc, on a une observation du tonus musculaire qui va justement suivre toute cette maturation cérébrale des voies corticales et sous-corticales. Donc, en fait, on fait le lien aussi
entre les observations des différentes fonctions qu'on observe chez l'enfant et cette maturation cérébrale. Le but, c'est d'observer d'ailleurs cette maturation cérébrale. Ce n'est pas uniquement de faire un dating en disant l'enfant sait faire ça ou il sait faire ça. C'est de pouvoir voir par rapport à chaque fonction, justement, si cette maturation cérébrale elle est adaptée à ce qu'on attend à son âge. Voilà. Ou à l'âge corrigé si l'enfant est né prématurément. Et ça, c'est peut-être le seul test qui propose ça, qui propose justement de cette observation du tonus musculaire. Donc, on a, pour développer un peu cet aspect de l'ontogénèse, on a la même logique dans le développement neuronal du cerveau. Chaque fonction acquise va servir à une autre, étape par étape. C'est pour ça qu'on a cette observation longitudinale. On a un niveau moteur fonctionnel qui va refléter le développement cérébral. Par exemple, on peut avoir un niveau moteur fonctionnel, je dis n'importe quoi, à 5 ans de moins, alors que l'enfant a su faire un item éventuellement de 8 mois. Parce que le but, c'est de voir justement ce niveau moteur fonctionnel et pas l'item maximum. Parce qu'à 8 mois, peut-être il n'y en a qu'un qui sait faire. Mais entre les deux, l'enfant, lui, il n'en est pas là au niveau de sa maturation cérébrale. Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est les âges que j'ai donnés, c'est un bon exemple, par exemple, pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'enfant qui sait tenir assis, hein, mais par contre, qui, lui, est bloqué au niveau de cette maturation cérébrale à un niveau moteur à 5 mois. Voilà. Et le but, du coup, c'est, comme j'ai expliqué avec le tonus, comprendre la neuromotricité de fond avec les items de l'échelle. C'est de faire le lien entre cet examen du tonus musculaire et justement ces compétences derrière qu'on va observer. Et on a des échelles globales en général de développement. Elles n'observent pas cette maturation du tonus passif et actif comme dans l'échelle développementale des FMOT. Voilà. On ne cumule pas non plus des points qui pourraient s'additionner, comme dans certaines échelles de développement global, pour éviter en fait de masquer un souci dans un domaine précis. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir un domaine très précis qui est un peu en difficulté, et puis d'autres domaines, d'autres fonctions cérébrales qui, elles, fonctionnent correctement. Et du coup, l'enfant, si on fait une note globale, et généralement, une note globale, on a des quotients de développement globaux, et bien dans ce cas-là, ce quotient de développement global, il ne va pas forcément refléter le domaine précis qui pourrait être en difficulté chez cet enfant. Et dans l'échelle des FMOT, le but, c'est de pouvoir regrouper des items en fonctions sous-jacentes justement à ces items. C'est-à-dire que les items, ils n'observent pas tous la même chose. Il y en a qui peuvent observer un aspect postural, un autre locomoteur ou de l'appréhension. Et dans ce cas-là, le but, c'est de pouvoir regrouper tous les items qui font, par exemple, la posture ou la locomotion ou l'appréhension, et de se rendre compte qu'il y a peut-être un domaine qui pourrait être en difficulté et pas forcément les autres. Voilà, et le but, en fait, d'isoler les fonctions, en fait, et pas d'avoir de notes globales, c'est d'obtenir des hypothèses de diagnostic fonctionnel différentielles et de pouvoir faire la différence enfin, faire la différence, surtout, trouver la fonction qui pourrait être en difficulté chez l'enfant. Maintenant, je vais vous présenter aussi un petit peu la batterie NP-MOT, où c'est une batterie qui a été standardisée, normée de 4 ans à 12 ans, où on va avoir des épreuves identiques pour chaque âge. Et c'est pour ça qu'on a aussi une approche longitudinale dans cette batterie-là. Et ça va permettre de distinguer un déficit d'un retard ou au regard justement d'un processus normal de maturation cérébrale. Pour les 4 ans, 8 ans et demi, c'est à peu près sur 450 ou 500 enfants normaux, c'est-à-dire sans trouble, hein, où ça avait été fait. Après, je ne me souviens plus exactement la population pour 8 ans et demi, 12 ans. Ça a été poussé dans un grand temps à 12 ans parce qu'il y avait quelques fonctions cérébrales qui arrivaient à maturation un peu plus tard, mais la plupart arrivent à maturation vers 8 ans dans ce qui est testé dans la batterie NP-MOT. Et le fait de chercher à comprendre cette organisation cérébrale de l'enfant, on va trouver l'origine et la nature des anomalies qu'on pourrait observer, des différents dysfonctionnements, et en fait, on observe tous les soubassements de la motricité. Et les épreuves, elles observent justement les stades normaux d'évolution des fonctions à la fois neuromotrices, des fonctions neurosensorielles et de l'intégration perceptive, qui vont être, en fait, ces fonctions-là vont être nécessaires pour un bon niveau d'indépendance au niveau neuromusculaire et la coordination motrice de l'enfant.
Comme on a pu le voir tout à l'heure, on a à la fois des données quantitatives et qualitatives. En fait, pourquoi qualitatives? Parce qu'on va isoler chaque fonction et chaque item en lui-même aussi isolable. On n'a pas de note globale et on n'a pas d'épreuves aussi qui ont des enjeux multifonctions, comme je donnais l'exemple sur l'équilibre tout à l'heure. Le but, c'est de pouvoir isoler chaque fonction les unes après les autres. Et on va les observer aussi les unes après les autres. Et en fait, dans ce type de test, on va observer en amont de l'habileté motrice, toute la base au niveau corporel. Quand on acquiert une habileté motrice, en fait, c'est de l'entraînement sur cette base. Ce n'est pas le but des évaluations neuropsychomotrices. Parce que l'entraînement, en fait, c'est l'environnement de l'enfant qui va l'apporter. Ça, c'est une question qu'on peut bien sûr, bien entendu, se poser lorsqu'on fait un bilan psychomoteur. Mais le but, c'est aussi de repérer, est-ce que c'est un défaut, justement, d'apport par l'environnement d'expérience à l'enfant, ou est-ce que c'est un problème qui, à la base, pourrait venir de l'enfant dans certaines fonctions cérébrales. Donc là, on observe toute cette base, et si les bases au niveau de ces fonctions cérébrales de l'enfant sont correctes, bon, bah, derrière, on sait que c'est de l'entraînement, donc on peut proposer de l'entraînement à l'enfant dans sa vie quotidienne. Cette évaluation neuropsychomotrice, elle est un outil qui va être au service de la sémiologie au niveau psychomoteur. Pourquoi? Parce qu'à la fois, elle s'appuie sur des bases assez solides scientifiquement pour affirmer les hypothèses de diagnostic. Par exemple, toute l'évaluation neuromotrice, qui barre principalement de l'examen du tonus musculaire, on a des modèles intégratifs, notamment en neurologie, qui sont connus depuis longtemps et qui sont des bases solides. Ça va isoler les fonctions ou permettre de regrouper aussi des épreuves qui vont susciter la même fonction. Par exemple, j'ai chuté une épreuve qui fait appel à 2 fonctions cérébrales. Bon, je vais aller voir une autre épreuve où je sais que ça fait appel aussi aux mêmes fonctions, ce qui va me permettre de regrouper aussi des épreuves en fonction qui font appel aux mêmes fonctions cérébrales. Et après, une fois qu'on a retiré toutes ces informations cliniques, on va rassembler ces signes dans une logique qui peut être une logique développementale, ça peut être aussi une logique pathologique, avec une compréhension de l'organisation cérébrale, par exemple. Je prends un exemple, en bas, je vous ai mis pour le diagnostic fonctionnel différentiel, faire la différence entre un TDC et un trouble de la commande motrice. Donc, s'il y a une paralysie chez l'enfant, moi, il y a plein de signes cliniques. Ce n'est pas un signe qui va me dire que l'enfant a une petite paralysie, même si elle est très discrète et très mineure. Je vais rassembler justement toutes les infos, tous les signes cliniques qui vont dans le même sens pour justement raisonner au niveau de la sémiologie. Ah oui, alors j'ai posé une question. Est-ce qu'on avait un test spécifique aux psychomotriciens? Cette question-là, elle revient souvent. Elle revient souvent par rapport aux échelles de performance motrice. Elle revient souvent, mais pourquoi est-ce qu'il y a d'autres professions qui l'utilisent? Parce que ce n'est pas forcément des tests psychomoteurs à la base. D'ailleurs, ils n'ont pas été forcément créés dans des pays où existe la psychomotricité. Alors qu'une épreuve comme la batterie, enfin un test plutôt comme la batterie NP-MOT, là, je vous ai mis toutes les fonctions qui étaient observées dans cette batterie. On voit bien que c'est le cœur de notre formation initiale de psychomotricien. Tout ce qui va être l'évaluation du tonus musculaire, la latéralité, qu'elle soit tonique ou fonctionnelle, la motricité globale, les praxies, l'intégration sensorielle au niveau de l'agnosie digitale. Il y a une petite épreuve de performance aussi avec l'habileté oculomanuelle, tout ce qui va être intégration de l'orientation spatiale corporelle, comme la droite et la gauche sur soi, sur autrui, etc. Les rythmes et une épreuve aussi d'attention auditive qui teste principalement l'inhibition motrice. Et ça en fait finalement une batterie qui est spécifique aux psychomotriciens parce que c'est au cœur justement de fonctions psychomotrices de l'enfant. Et au niveau, on parlait il y a un instant de tout le raisonnement clinique et faire de la sémiologie psychomotrice, pour pouvoir bien interpréter aussi les résultats de ces épreuves, le psychomotricien est mieux placé par rapport à sa formation initiale aussi dans ce type de test. Et en fait, c'est quand même aussi une batterie qui rassemble pratiquement toutes les fonctions psychomotrices, peut-être en dehors des fonctions aussi visuospatiales, où il y a d'autres tests qui existent, mais il y a quand même pratiquement l'ensemble des fonctions psychomotrices qu'on observe dans un bilan. Et puis, il y a un intérêt aussi de la batterie, c'est son profil. Alors, on a un profil de toutes les fonctions neuropsychomotrices qui ont été observées. Donc, comme je le disais précédemment, il n'y a pas de note globale. Par fonction, là, vous ne voyez pas très bien là,
sur la photo, ben, en fait, par fonction, on va avoir des résultats en moyenne et écart type. Et ça peut être une référence du psychomotricien, comme peut l'être celui du WISC, hein, où tout le monde est habitué à lire au minimum les résultats du bilan WISC, même si on n'est pas psychologue. Et l'intérêt aussi, c'est que entre psychomotriciens, on se comprenne aussi. Parce que si on utilise aussi une batterie qui va rassembler justement toutes les fonctions psychomotrices, on va tous parler aussi de la même chose. Et même pour les autres professionnels aussi, mieux nous comprendre, parce que un professionnel qui n'est pas psychomotricien, s'il reçoit 10 bilans psychomoteurs, ils ne sont pas forcément tous construits de la même manière, ce qui est aussi un problème dans la communication, je trouve, des psychomotriciens. Et là, je parle de l'aspect justement de l'observation somatique. Hein. Je ne parle pas forcément du lien ou de l'aspect thérapeutique du psychomote. Hein. Alors, je vais arrêter ce partage pour vous prendre le temps de vous partager un cas clinique. Et après, vous pourrez aussi utiliser le chat pour me poser des questions. D'ailleurs, s'il y en a qui arrivent déjà des questions, vous pouvez déjà commencer à les mettre sur le chat. Hein. Alors, je voulais vous présenter un enfant qui, lorsqu'il est arrivé pour faire son bilan psychomoteur, il avait 8 ans et 7 mois. En CE2, c'était le troisième enfant de la fratrie. Et des frères et sœurs plutôt bien portants. Au niveau de la demande, en fait, il vient pour des problèmes d'écriture. À l'école, il est peu lisible, il se décourage. Les parents se demandent si c'est difficile physiquement ou psychiquement, ou les deux éventuellement. Pas de difficulté d'apprentissage au niveau de l'école en dehors de l'écriture. C'est un enfant impatient, exigeant, colérique, qui est sensible à l'injustice et à la frustration. Pendant l'anamnèse, d'ailleurs, il y a pas mal de tensions entre lui et ses parents, notamment aussi en raison aussi d'une agitation un peu de cet enfant. Et les parents observent de la maladresse. Ils se demandent si c'est parce qu'il est agité et impulsif ou si c'est vraiment de la maladresse. C'est un enfant qui est plutôt décrit comme autonome et indépendant, mais pas de la même manière pour les deux parents, moins pour le papa que pour la maman. Au niveau de toute la grossesse, il y avait une amniosynthèse de contrôle pour la trisomie, mais il n'y avait pas eu de souci. La seule chose qui ressort, c'est le fait qu'il soit né prématurément à 36 semaines d'aménorrhée. Après, pas d'autres infos éventuellement alarmantes chez cet enfant. Dans son carnet de santé, on n'a pas énormément d'informations au début, parce que par exemple, les examens du 2e et du 4e mois, il n'y avait pas d'informations. À 9 mois, il y avait tout était couché dans les acquisitions, sauf se déplacer. Et il a une marche autonome dans la norme de ce qu'on attend à 13 mois. Et après, c'est associé 2 mots qui n'étaient pas faciles forcément à 24 mois. Ce qui me semble étonnant d'ailleurs par rapport à son bilan, oui, ce que vous allez voir après. Alors donc, en gros, pas tout à fait 1 an et demi, mais un peu plus d'1 an avant de venir me voir, c'est un enfant qui avait réalisé un bilan en WISC 5 avec, là, je vous ai mis les résultats globaux dans les différents domaines. Ce qui ressort, c'est qu'il y a une bonne compréhension verbale, qui est un peu au-dessus de la norme, et une vitesse de traitement qui est assez chutée. Alors, je vous ai mis le détail de la vitesse de traitement avec les codes à 8 et les symboles à 8 aussi sur 19. Je vous ai aussi mis le visuospatial, parce qu'on va raisonner un peu après dessus. Voilà. Et la conclusion de ce bilan de WIS, c'est que la psychologue dit qu'il y a une précocité intellectuelle et une disharmonie en termes de vitesse de traitement de l'information. Elle dit aussi dans cette conclusion qu'il y a un domaine graphomoteur pour les épreuves de vitesse de traitement de l'information qui a été moins bien traité par cet enfant. Et elle pense que c'est parce que le lien œil-main n'était pas efficace. Et elle a conseillé un bilan orthoptique pour cet enfant, qui l'a fait juste en suivant du WISC 5. Je vais d'ailleurs commencer par le bilan d'orthopsie, en dessous, où effectivement, l'orthoptiste, elle observe qu'il y a des difficultés pour passer par exemple d'un support vertical du tableau au support horizontal, des saccades horizontales qui sont asynchrones, avec un mauvais relais entre l'œil droit et gauche, un manque d'endurance dans la fixation aussi, et des stratégies visuelles qui ne sont pas forcément bien mises en place. Et elle conclut par un déséquilibre binoculaire, et elle a engagé une rééducation avec cet enfant.
au même moment, il a fait un bilan de graphothérapie. Où dans ce bilan de graphothérapie, je vous ai mis aussi ce qui a été marqué. Le graphothérapeute disait qu'il était hypertonique, c'est faux. Vous verrez dans le, dans le bilan derrière, il n'est pas du tout hypertonique, qu'il était agité. Elle a posé un diagnostic de dysgraphie qui entraîne une dysorthographie. Mais 3 petits points d'interrogation, c'est pour masquer une colère. Hein, chez moi, ça, d'entendre ça. Je ne sais pas comment elle a pu poser. Enfin, je ne savais pas d'ailleurs que la dysgraphie entraînait un diagnostic de dysorthographie. Qu'il avait une bonne motricité d'ensemble, qu'il était droitier, sans repérer qu'il ne s'était pas bien organisé. Et au niveau de l'axe éducatif, elle a mis en place un soin pour passer du stade précalligraphique au stade calligraphique. Donc, en gros, le projet de graphomotricité, c'est de rattraper une norme en fait, hein, de maturation, c'est-à-dire sûrement une idée derrière qu'il pourrait y avoir un retard de maturation justement dans l'évolution de la graphomotricité chez cet enfant. Donc, de travailler aussi l'appréhension du crayon, de travailler la relaxation en lien avec son hypertonie, et du coup de lui réapprendre les formes et les lésions graphiques aussi. Ça, c'est son BHK quand il arrive à 8 ans, 7 mois. La graphothérapie, là, n'a pas servi à grand-chose pour cet enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution dans son écriture. Là, on voit quand même qu'il y a une écriture qui est extrêmement dégradée pour son âge. Et on ne sait pas vraiment pourquoi à ce moment-là. J'ai commencé par vous mettre juste les résultats obtenus au niveau de la motricité globale et de l'habileté oculomanuelle. Vous vous rappelez, il disait qu'il avait une bonne motricité d'ensemble, la graphothérapeute, alors que dans les coordinations submembres, il a à moins 5,24 écart type, ce qui est quand même énorme, hein, au niveau du décalage. Dans les équilibres dynamiques à moins 4,04 et l'équilibre statique à moins 5,35. Et après, dans l'épreuve justement un peu de performance oculomanuelle, il est en difficulté pour la main droite et en grande difficulté, on va dire, pour la main gauche. Donc ça, je vous ai mis ça au début parce que je pense que quand on observe ce genre de maladresse globale, hein, que ce soit en motricité globale ou en motricité fine, on peut aller vers remplir au moins le critère A du DSM-5 autour du TDC. Il y a dans l'anamnèse, il apparaît aussi qu'il y a des répercussions dans la vie quotidienne, donc on va aussi cocher critère B. Ça, c'est son profil global. Je vais vous mettre le détail. Alors, dans le détail, je vais commencer par parler. Non, je n'ai pas l'ensemble du tonus là-dessus. Ça a bougé la diapo. Ah, ça m'embête. Ça m'embête, j'ai pas tout le tonus. C'était pas prévu. L'extensibilité du tronc, je ne sais pas si vous voyez, dans le tonus de fond, c'est l'information, je dirais déjà de base qui m'intéresse, c'est qu'on trouve une hypotonie axiale chez cet enfant. Vous vous rappelez, elle parlait d'hypertonie, la graphothérapeute, alors que sa base à lui, c'est de l'hypotonie. Alors, je suis désolé, on ne voit pas le haut de l'examen du tonus de fond, mais cette hypotonie, on la retrouve aussi au niveau proximal, au niveau des épaules. Par contre, dans le reste de l'observation, au niveau des membres inférieurs, on est dans la norme. Il n'y a que le talon-oreille qui nous montre un angle réduit. Ce qui arrive régulièrement chez les enfants qui ont des hypotonies, parce qu'il y a une zone autour des fessiers ischio-jambiers qui, souvent, ils vont compenser un peu l'hypotonie de l'axe du corps à cet endroit-là. Et on voit aussi qu'on a dans le tonus d'action des signes neurologiques doux avec énormément de syncinésie. On a 4,38 écart type, hein, et aussi bien sur l'hémicorps droit que l'hémicorps gauche. Conséquence aussi de l'hypotonie axiale qu'on avait observée dans l'extensivité du tronc, c'est le tonus de soutien. C'est un enfant qui a du mal à tenir son équilibre lorsqu'on lui exerce sur lui des poussées. Et ça, c'est assez fréquent aussi en cas d'hypotonie. En tout cas, c'est logique parce que souvent, il y a une réponse neuromotrice qui va être un peu plus lente chez ces enfants-là. Le fait que les réflexes rotuliens aussi soient faibles, difficile à mettre en évidence, c'est souvent quand le quadriceps est aussi hypotonique.
Alors, ensuite, on va raisonner un peu sur sa latéralité. Donc, si je résume son examen du tonus, hypotonie axiale qu'on retrouve au niveau proximal des épaules et une zone un peu limitée au niveau des ischio-jambiers fessiers, d'accord, sûrement pour compenser au niveau postural. Sur le plan tonique, on voit que la latéralité, elle est affirmée. Par contre, on ne retrouve pas le croisement attendu. Si je suis droitier, entre la main droite où il y a plus de le bras droit, pardon, où il y a plus de résistance, et la jambe gauche, on doit obtenir plus de résistance. D'accord? Donc, on n'a pas cette homogénéité de la latéralité des membres supérieurs et inférieurs. Donc, peut-être ça peut être aussi une conséquence de cette difficulté de construction d'axe du corps en raison de son hypotonie. Ensuite, il a une latéralité fonctionnelle qui est mal affirmée au niveau droitier, et notamment le test qui est entre guillemets le plus proche de la maturation cérébrale, le test de latéralité gestuelle, où on a une équivalence droite égale gauche. C'est-à-dire, en gros, on avait autant d'items avec une dominance à droite qu'une dominance à gauche. Donc ça, pareil, peut-être que c'est une maturation cérébrale qui a pu être éventuellement retardée par l'hypotonie et qui reste des traces comme ça chez cet enfant. Et puis l'œil droit, l'œil directeur non plus n'était pas déterminé chez cet enfant. Donc la motricité globale, on retrouve des problèmes de coordination et d'équilibre, aussi bien dynamique que statique, et des problèmes importants quand même chez cet enfant. Maintenant, ce qui est intéressant, là, c'est quand on regarde en dessous, ce sont les praxies manuelles. Dans les praxies manuelles, on va retrouver des compétences assez hétérogènes. En dehors d'une épreuve, et les épreuves de pronosupination, vous pouvez voir la première épreuve de praxie manuelle, sont des épreuves de pronosupination des deux mains, comme dans les marionnettes à une main. Là, on le fait à deux mains et on observe aussi la synchronisation entre les deux hémisphères à ce moment-là. Sauf qu'il réussit mieux lorsque c'est asymétrique et que du coup, c'est plus complexe que dans des mouvements symétriques. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu une fatigue, une baisse d'attention? Peut-être sur la première épreuve, ça se pourrait. Après, il y a une épreuve d'opposition pouce-doigt qui est un petit peu compliquée pour la main droite. Sinon, pour la main gauche, elle est correctement réussie. Et en fait, toutes les épreuves qui mettent en évidence des compétences praxiques au niveau de la planification motrice, elles ne sont pas forcément hyper bien réussies par cet enfant, mais pas avec des échecs vraiment importants. Et surtout, on a une intégration sensorielle qui est de bonne qualité, ce que vous pouvez voir dans les gnosies tactiles, ou dans les épreuves comme ça qui vont discriminer justement l'intégration sensorielle. Et dans les recherches de Gavot-Doré sur le TDC avec le sous-type idéomoteur, lorsqu'on a des problèmes de planification des différentes séquences gestuelles, c'est toujours relié à un problème d'intégration sensorielle. Et chez cet enfant, du coup, il faut se poser la question, pourquoi des fois on a des échecs au niveau de la qualité dans les oppositions pouce-doigt alors qu'il a une bonne intégration sensorielle. Et ce n'est pas dû du coup à un TDC avec un sous-type idéomoteur qu'on peut du coup exclure parce qu'il a une bonne intégration sensorielle. Et ça, on va essayer de le comprendre après. En fait, voilà aussi l'intérêt de cette batterie. C'est-à-dire que ce sont des épreuves où je vois qu'on a un résultat qui peuvent être hétérogènes, qui ne sont pas forcément catastrophiques, mais qui sont hétérogènes. Et ça m'interroge. Pourquoi ces épreuves qui sont plutôt censées observer les praxies idéomotrices, mais ça n'a pas l'air d'être les praxies idéomotrices qui font chuter ces épreuves. Je vais aller sur la suite. Maintenant, l'habito-oculomanuel. Alors, ce que vous ne voyez pas là sur le profil, c'est qu'on a un geste correct, enfin si on voit sur le profil, pardon, mais on a une durée qui est lente. C'est ça qui fait chuter l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une lenteur dans cette épreuve. Et lorsqu'il y a lenteur, elle est là parce qu'en fait, il dépasse un peu les jetons avant de revenir dessus pour l'attraper comme il faut. Après, son geste pour attraper est correct, mais sauf qu'il a ce qu'on appelle des petites hypermétries. Les épreuves d'intégration droite-gauche sur son corps, on voit que c'est quelque chose qu'il a donc sur soi, l'épreuve sur soi, qui est automatisée chez lui. Par contre, sur autrui, non. Ça, dans, je dirais, l'autoroute
un peu de logique clinique chez un enfant hypotonique, ça va être le retard de maturation cérébrale pour la dominance, hein, droite-gauche, et puis on va retrouver ça souvent dans l'intégration spatiale corporelle. Donc ça, c'est chuté. Par contre, on voit que les épreuves, donc ça veut dire qu'il n'a pas bien automatisé la réversibilité, en fait, cet enfant, et qu'à son âge, bah, ça le met à 1,47 écart type là, sur autrui. Mais par contre, on voit que derrière, dans les épreuves qui sont plus complexes, il a des très bons résultats, hein, par rapport à ce qu'on attend à son âge. C'est un enfant qui, derrière, compense. Et en fait, il doit compenser au niveau cognitif. Il est très intelligent et il a dû trouver des stratégies pour compenser, alors que c'est quelque chose qui n'est pas automatisé chez lui. Dans les épreuves de rythme, on retrouve un peu de lenteur dans la première épreuve du tempo spontané. Dans les épreuves de rythme, on retrouve des épreuves qui sont inspirées du stand-by, qui sont inspirées aussi de Soubiran. Et en dehors de ça, les épreuves sont plutôt bonnes dans l'ensemble, sauf s'adapter à un rythme moteur imposé par un métronome au niveau de la marche, où c'est plus compliqué pour lui que lorsqu'il frappe dans les mains. Et puis, pour un enfant qui était décrit aussi comme très agité, impulsif, il a une attention auditive qui est excellente, il a tout à fait ce qu'on attend à son âge. Donc, si je résume un peu tout ce qu'on a pu voir chez cet enfant en isolant chaque fonction les unes après les autres, on retrouve à la base une hypotonie qui a l'air d'avoir eu éventuellement une conséquence sur tout ce qui est maturation de la dominance cérébrale et l'intégration spatiale corporelle. Et puis, on a une motricité globale qui est très chutée et une hétérogénéité dans ces praxies, mais avec une exclusion, je dirais, d'un TDC qu'un sous-type idéomoteur, en raison notamment d'une bonne intégration sensorielle. Là, c'est ces épreuves visio-spatiales. Donc, là, je vous ai remis les résultats qu'il avait eu en visio-constructif, par exemple, sur des cubes au niveau du WISC ou dans les puzzles visuels, où il est au-dessus de la norme de ce qu'on attend. Moi, j'ai fait faire les puzzles géométriques de la NEPSI 2, où on teste principalement tout ce qui va être rotation mentale, et pareil, il est largement au-dessus de la norme de ce qu'on attend. Ce qui fait que le domaine visio-spatial, en fait, c'est un domaine dans lequel il a l'air excellent, cet enfant. Voilà. Ce qui va aussi nous écarter de la suspicion éventuelle d'un TDC avec un sous-type visio-spatial ou visio-constructif. Voilà. Donc, en gros, là, je vous ai mis un petit peu cette conclusion de bilan. Hein, l'hypotonie du tronc, plus proximal au niveau des membres sup, des signes neurologiques doux avec la présence de syncinésie. Je ne vous en ai pas parlé pendant que je présentais le profil. Il avait aussi une dysdiadococinésie au niveau des marionnettes, hein, qui n'était pas bien faite avec la main droite ou la main gauche. Hein, ça le met à 5 écarts types pour les deux mains. Et puis, ces troubles de la coordination et de l'équilibre. Et les dysmétries qu'on a observées aussi dans l'habileté oculomanuelle. Donc, au niveau des praxies manuelles, sont hétérogènes principalement en raison de la dysmétrie. Donc, je pense que c'est ça qui a dû le gêner aussi dans des épreuves manuelles, hein, et qui fait qu'il y avait aussi une certaine difficulté d'attention, de concentration aussi, et de fatigue, à cause de la fatigue que ça entraîne chez lui. Mais comme on a une bonne intégration sensorielle et que les domaines visospatiales sont bons, ben, en fait, on ne retient pas l'hypothèse d'un TDC qui vient d'embêter cet enfant. Et du coup, moi, les discrètes hypermétries que j'ai pu observer, l'hypotonie, les troubles de l'équilibre, ben, ça m'emmène à demander un bilan en neuropédiatrie. Parce que ça peut faire suspecter des troubles qui peuvent être aussi au niveau du système nerveux central, notamment au niveau cérébelleux. L'examen neurologique a montré que c'est un enfant qui avait fait un AVC, qui a dû passer, à mon avis, inaperçu à un moment donné. Il parle d'un AVC ischémique, donc bithalamique, plus cérébelleux. Du côté droit, séquelaire, une dissection vertébrale gauche. Et en fait, ce que dit le neuropédiatre, c'est qu'il présente une ataxie des 4 membres et un trouble de la motricité fine qui va nécessiter une prise en charge rééducative intensive. Quand on regarde cet enfant, il a perdu du temps. Perdu du temps parce qu'au point de départ, bon, le bilan WISC, il n'est pas là pour repérer des troubles comme à cet enfant-là, hein, parce que il y a certaines épreuves de la WISC qui font appel à la motricité, mais le WISC 5, il ne permet pas de comprendre non plus lorsqu'il y a des difficultés motrices.
Et, et le bilan neuropsychomoteur, lui, l'intérêt, c'est qu'il montre que derrière, il y a des bonnes fonctions cérébrales au niveau des praxies. Ça peut montrer justement que si ça, ces systèmes-là, ces circuits-là plutôt, ils fonctionnent, et bien par contre, on cherche autre chose. Du coup, on va chercher autre chose que qu'est-ce qui va causer les problèmes de coordination, qu'est-ce qui va poser les problèmes d'équilibre, pourquoi il y a une hétérogénéité dans certaines épreuves praxiques. Ben, ça nous a poussé à aller voir un neuropédiatre derrière. Parce que sinon, je reviens sur le point de départ où on se disait que dans une échelle de performance, cet enfant, il cochait la case A du DSM-5 par rapport au TDC. Si on ne va pas chercher derrière les causes, c'est-à-dire quelles sont les fonctions cérébrales qui ont créé cette maladresse chez cet enfant, il y a un grand risque qu'il ait un diagnostic derrière de TDC. Et c'est des enfants qui passent un peu inaperçus parce qu'on ne recherche pas forcément justement ces signes neurologiques doux chez les enfants. Et donc, en gros, le projet de soin chez lui, ça peut être de la psychomotricité et de la kinésithérapie. La kinésithérapie, ça a été un choix du neuropédiatre pour notamment travailler tout l'équilibre, et la psychomote, le neuropédiatre préférait qu'on travaille justement tout cet aspect de la vie quotidienne avec les praxis, etc. On pouvait se poser aussi la question du soutien psychologique pour cet enfant, parce qu'il y avait quand même des conséquences dans sa vie quotidienne importantes, et le fait aussi de sauter une classe. Parce qu'à l'école, son agitation, est-ce qu'elle ne pouvait pas être due aussi au fait qu'il s'ennuie par rapport à son niveau intellectuel et il ne fallait surtout pas que ce soit la motricité qui vienne freiner éventuellement ça s'il en avait besoin. Voilà. Et par rapport à la graphomotricité, du coup, moi, derrière, j'ai proposé aux parents plutôt que cet enfant aille voir un addictothérapeute pour avoir un outil de compensation parce que ces troubles, qui sont principalement des troubles cérébelleux derrière, ils ne permettent pas aujourd'hui à cet enfant de pouvoir avancer au niveau de la rééducation graphomotrice. Et c'est une surcharge en termes de travail, de fatigue extrêmement importante pour lui. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fini sur ce cas clinique. Maintenant, je vais être disponible pour... j'ai terminé un peu tard par rapport à ce que je voulais, mais je vais être disponible pour les questions. Donc, vous pouvez me les poser dans le chat. Si vous voulez aussi éventuellement poser votre question à l'oral, ça serait possible. J'ai une première question. Quelle différence entre l'épreuve NP mode d'opposition pouce-doigt avec le retour et l'épreuve NEPSI 2 ? Beaucoup plus de fonctions cérébrales sollicitées en même temps dans l'épreuve de la NEPSI 2. Ça n'isole pas les fonctions. Il y a plusieurs fonctions cérébrales sollicitées en même temps. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça répond bien à votre question, Bérénice? Vous pouvez me parler aussi en rallumant vos micros, si vous voulez participer, que ce soit plus interactif aussi. Alors, il y a aussi une autre question. Entre le déficit et un retard, quelle différence dans le contenu de la présence en soins en psychomotricité? Ça peut être... La différence, elle n'est pas que dans le projet de soins, elle est déjà dans la compréhension des difficultés. Parler de retard quand on a un déficit, on va tromper la famille et l'enfant. Qui dit retard dit qu'on rattrape la norme. Alors que si on a un déficit, on ne va pas forcément rattraper cette norme. Donc ça, déjà, c'est important dans ce qu'on... à la fois pour nous, dans notre compréhension des troubles de l'enfant, et puis aussi pour la famille. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, du coup, ce qui veut dire aussi que notre projet derrière n'est pas forcément le même, c'est en fonction de la compréhension de ce trouble. Si je n'ai pas bien répondu à la question que vous me posez, ou s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à soit me remettre un message, je dois prendre le micro. Alors, j'ai une question de Julie. Peut-on avoir une bonne perception, mais une mauvaise programmation pour un TDC visuospatial? Alors, si c'est au niveau de la perception visuelle, oui. Je répondrai oui
à votre question, parce que être aveugle, par exemple, ou amblyopes, ce n'est pas la même chose qu'avoir un TDC visuospatial. Donc l'œil, s'il y a un problème d'acuité visuelle, ce n'est pas le même type de problème. Et même au niveau du traitement de l'information visuelle cérébrale, il y a la voix du ou et la voix du quoi, ce ne sont pas les mêmes voix. La voix du quoi, qui est plutôt une voix gnosique au niveau visuel, qui n'est pas forcément touchée dans le TDC visuospatial, alors qu'il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à la voix du ou, qui est une voix de traitement de l'information visuelle lorsqu'il y a mouvement et déplacement. Voilà, donc, ce n'est pas les mêmes. Même au niveau des voies de traitement visuel, il y a deux voies principales et ce ne sont pas les mêmes. Une voie gnosique et une voie de traitement de l'information en mouvement. Voilà. Donc, on peut avoir une bonne perception parce que mon œil fonctionne bien, parce que j'ai un traitement de l'information visuelle gnosique qui fonctionne bien et quand même avoir cette voie visuelle du traitement d'information en mouvement qui dysfonctionne. Après, il y a aussi des voies cérébelleuses qui intéressent les chercheurs pour le DDC. Voilà. Il faut mon autorisation pourtant, normalement, vous l'avez tous. Ah, pardon, effectivement, c'était désactivé. Donc, normalement, vous allez pouvoir activer votre micro si vous voulez me répondre à mes questions. Voilà. Donc, si vous avez toutes les questions, je peux. Attendez. Ça dépend de votre débit là, obligatoire. C'est bien, c'est bon. Allô? Julie, vous m'entendez? Oui, pardon. Oui. Donc, du coup, oui, c'est moi qui vous ai posé la question parce qu'en fait, ça m'interroge quand même quand après, je creuse un petit peu avec la NEPSI sur éventuellement un TDC au niveau visio-spatial. Donc, je vais faire les puzzles géométriques, par exemple. Du coup, j'ai un bon score. Et après, par contre, sur une copie de figure, du coup, c'est échoué. Et c'est vrai que je me demande, en fait, si... je ne sais pas comment vous expliquer. Pour moi, en fait, j'ai eu des personnes TDC où le diagnostic était posé, qui finalement avaient ce bon niveau perceptif, en fait, mais qui après, du coup, n'arrivaient pas à... J'avais l'impression à programmer le bon geste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire et donc, sur l'évaluation que vous avez faite en disant les cubes, c'est bon, les puzzles, c'est bon, et je me dis, mince, si le patient a bon au cube et au puzzle, ça veut dire qu'au niveau visio-spatial, il n'y a pas de souci. C'est ça qui m'interroge, parce qu'il y a ce côté représentation, en fait. Parce que l'orthoptiste, dans son bilan neurovisuel, n'a pas trouvé de problème dans ce domaine-là. Alors, il y en a un, il a eu une petite correction, mais après, non, pas forcément de suivi. Et le deuxième, il n'y avait rien. Parce que, là, vous parlez de mon cas clinique ou de vôtre? Non, moi, sur 2 patients que je peux C'est avoir, important, par exemple. c'est important qu'il y ait un bilan ophtalmo, qu'il y ait un bilan Ouais. neurovisuel. Les tests visio-spatiaux, ils ne suffisent pas en eux-mêmes. D'accord? Un test comme la figure de Rey, dont là, je pense que vous parliez, là, sur la copie de figure, ou qu'on retrouve aussi dans le sont des tests qui sont aussi un peu multifonctions. On peut échouer la figure de Rey pour autre chose qu'un TDC visio-spatial. D'accord? On peut échouer la figure de Rey parce qu'on a un problème graphomoteur, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs items, enfin, il y a plusieurs sous-tests. Il y a la partie motricité, la partie globale, la partie locale. Donc, il y a toute une batterie de tests aussi à faire. La batterie MP1, c'est la base neuropsychomotrice, mais elle ne suffit pas non plus. D'accord. Donc, ça veut dire que si c'est pas parce qu'il va être bon au cube ou au puzzle qu'il n'a pas de TDC au niveau visio-spatial, alors. Si, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a un bon niveau perceptif? Un enfant même qui a un TDC visio-spatial ou visio-constructif, en général, il va quand même échouer ces épreuves-là. D'accord. C'est plutôt, moi je dirais, quand elles sont échouées, ça ne permet pas tout de suite de dire, tiens, c'est un TDC visio-spatial, on peut le soupçonner. Oui, je comprends. D'accord. Alors après, c'est pas tout à fait votre questionnement là.
le thème, je dirais, de ce soir, mais Oui, après, pardon. je dirais globalement par rapport à tous les tests, si on revient un peu à ce sujet, oui, Mm. le neuropsychomoteur, c'est une base, comme demande maintenant l'INSERM ou la plaquette, par exemple, de France 10, mais ça ne suffit pas non plus hein, dans tout le parcours qu'on doit faire pour justement faire un diagnostic fonctionnel différentiel de qualité. Hein. Mhm. D'accord. Merci. De rien. Alors après, j'ai une question de Lise. Alors, euh, quelle complémentarité avec celui-ci par rapport au test de performance? Euh, bah, je ne sais pas si je répondrai par rapport à la complémentarité, c'est plutôt quel est l'intérêt, c'est-à-dire quel est le but de ce que vous voulez faire. Par exemple, j'ai présenté les tests, comment ils sont construits à l'intérieur, en fait. Hein, pour ça que j'appelais ça l'ADN. Donc, en fonction de ce que je veux, ben, je vais choisir le type de test dont j'ai besoin. Alors, il peut y avoir des tests qui sont complémentaires, hein, ça, bien sûr, mais là, c'est plutôt... euh, par exemple, si l'INSERM dit qu'on n'a pas forcément besoin d'un test de performance lorsqu'on veut faire un diagnostic de TDC, ou si jamais on le fait, il faut le compléter. Mais le test de performance, par exemple, l'intérêt principal pour moi, ça va être sa rapidité. Euh, dans certains services, notamment dans les pôles neurodéveloppementaux, où on peut avoir 6 mois, 1 an d'attente, ça permet d'égrener aussi. Il est bien réussi, il n'y a peut-être pas besoin de continuer. Il n'est pas réussi, bah, il faut qu'on aille le compléter pour comprendre. Hein, c'est comme ça, en gros, que le pense l'INSERM. C'est-à-dire que si, alors je ne sais pas si on peut parler de complémentarité comme dans votre question, Lise, euh, mais le but après, c'est d'aller chercher pourquoi il y a une fonction déficitaire. Voilà. Ou quelle fonction est déficitaire. Voilà. Et vous précisez votre question. Est-il à faire passer suite à de mauvaises performances sur d'autres bilans ou faut-il l'administrer en premier? Là, est-ce que vous parlez, si vous parlez des évaluations neuropsychomotrices comme la batterie NP-MOD, moi, en tant que psychomotricien, c'est ma base. Hein, c'est ma base. J'ai toutes les fonctions neuropsychomotrices essentielles pour pouvoir apprendre à connaître mon patient d'un point de vue somatique. Donc, ça va être la base. Et est-ce qu'il peut y avoir encore une question ou deux auxquelles je pourrais prendre le temps de répondre avant que notre petit webinaire se termine? Ça peut être aussi au micro indirectement si vous avez des questions, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident de les rédiger. Voilà. Bon, alors j'ai plus l'air d'avoir de questions. Moi, Ah, oui, allez-y. bah, du coup, je voulais en profiter. J'ai déjà posé une question, alors j'attendais un petit peu. Donc, au niveau du tonus, donc si j'observe effectivement, comme vous l'avez observé vous sur ce bilan, un problème de tonus, de soutien, donc ça veut forcément dire que je vais indiquer à un neuropédiatre quand il y a vous voyez, est-ce que je peux parler d'hypotonie ou juste une faiblesse tonique? Je ne sais pas à partir de... Bah, Faut que on va avoir déjà des normes. C'est l'examen Oui, c'est ça. faut qu'il soit standardisé et normé pour justement pour savoir si on est dans euh, dans le tonus musculaire, au niveau de la souplesse, il y a un spectre. Un spectre de normalité, on est plus ou moins souple, mais il y a un spectre. Et puis, il y a des normes par rapport à ce spectre. Mhm. Donc, du coup, chaque épreuve, on va mesurer des angles, on va observer et on va voir si justement on est dans ce spectre ou si on en sort soit du côté plutôt de l'hypotonie ou de l'hypertonie. Voilà. Mhm. Mais l'hypotonie et l'hypertonie, c'est quand même, quand on utilise ces termes, hein, c'est quand même des termes de neurologie. Hein, on ne Mhm. l'utilise pas toujours très bien, on abuse un peu du langage en psychomotricité ou Mhm. de termes. Hein, c'est quand même qu'on suspecte derrière qu'il y a un trouble, au minimum, un Mhm. trouble à minima au niveau neurologique, hein, si on emploie ces termes-là. D'accord. D'accord. Et on les emploie des fois un peu trop pour tout ce qui va être des réactions tonico-émotionnelles, euh, alors que on soupçonne derrière qu'il y a un trouble au niveau du système nerveux. Voilà, D'accord. ou périphérique aussi, ça peut arriver dans D'accord. certains troubles génétiques. Mais après, c'est surtout, pour bien répondre à votre question, c'est se baser Ouais. sur un relevé d'informations cliniques Mhm. au niveau de C'est l'examen. pas évident quand même Voilà. de mesurer les angles.
Ça s'apprend. Après, c'est pas évident, si, mais ça s'apprend. Mm. Mm. Ça s'apprend et, et assez rapidement, hein, on l'automatise. Hein. Cette mesure d'angle, elle n'est pas si complexe que ça. D'accord. Par contre, il faut faire correctement les manœuvres. Et ça, c'est c'est un vrai apprentissage. D'accord. C'est un vrai apprentissage qu'on n'a pas forcément dans nos formations au point de départ. Hein, pour l'aspect justement de pouvoir faire tous les mêmes manœuvres et puis se référer à des normes surtout. C'est surtout ça, Mm. parce une fois qu'on a ces normes, du coup, on a une qualité dans les signes cliniques hein, qu'on relève. Après, on va pouvoir raisonner. On va pouvoir raisonner et c'est là où justement on se sert aussi de nos connaissances qu'on a en première année de psychomose sur le système nerveux, la neuroanatomie, pour comprendre éventuellement et faire des hypothèses. D'accord. Après, on n'est pas non plus neuropédiatre, hein, mais on a quand même Mm. des cours qui nous permettent de comprendre sur quel type de base on est. D'accord. Quel type d'hypertonie, on sait tout ce que c'est que la paralysie. Il y a des signes cliniques qui se rassemblent dans l'hypertonie qu'on va trouver sur les extenseurs, par exemple, des membres inférieurs du tronc ou les fléchisseurs des membres supérieurs. C'est pour ça que tout le relevé d'informations dont on est en train de parler va permettre ensuite de raisonner Mm. et de poser des hypothèses et demander l'avis après d'un médecin qui, lui, posera ou non un diagnostic. D'accord. Merci. De- Encore. de rien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, Donc, Lise, c'était bon pour votre réponse, super. Quelles sont les prochaines dates de formation? Faudrait aller voir sur le site, là, parce que je ne les connais pas toutes par cœur. D'accord? C'est sur le site de formation psychomote que vous allez trouver les différentes dates. Voilà. Voilà, donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que... Ah si, j'ai encore une question de Lise. L'échelle DF-MOT, pour répondre à votre question sur la durée de passation, ça dépend de l'enfant, de son âge, est-ce qu'il faut le déshabiller, le rhabiller. Chez les bébés, ça peut être un peu long, de sa disponibilité aussi, mais sinon, c'est pas très très long l'échelle DF-MOT au niveau de la passation. Et pour la batterie NP-MOT, c'est 1 heure et demie. 1 heure et demie de passation. Alors quand on est débutant, on va mettre 2 heures, parce qu'on n'a pas tout automatisé, mais assez vite, on met 1 heure et demie. Voilà. Oui, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que cette présentation justement de la différence entre les tests et de comment ils sont construits vous aura apporté des informations et que c'était intéressant pour tout le monde. Voilà. Bonne soirée à vous et à bientôt.